Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes lundi 5 décembre. Ravi de vous retrouver. J'ai eu l'occasion vendredi de faire un petit exposé devant une petite assemblée, un peu plus de 50 personnes. Il y avait plusieurs sujets, et donc moi je parlais de l'abandon, si vous voulez, des chrétiens d'Orient. On a l'habitude, hein. Nos lointains cousins chrétiens d'Orient, de Syrie, du Liban, etc., sont menacés, souvent exterminés, comme on a vu en Syrie. Et il y a eu l'Arménie, et tout le monde regardait ailleurs. Hein. On préfère regarder l'Ukraine, mais les Arméniens massacrés, découpés en morceaux, ça n'intéresse personne. Et puis il faut dire, en Arménie, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de matières premières, ça ne les intéresse pas trop. Voilà. Alors, alors j'étais à cette réunion, donc je vais vous passer 2-3 photos. Vous me voyez en train de réfléchir à mon sujet pendant que mon collègue qui est debout est lui en train de poser un sujet consacré au drame des paysans. Et voici une autre. Et oui, en pleine réflexion. Bien, je vous invite à regarder une carte. Comme je vous l'ai souvent dit, et contrairement à la France qui était accolée à l'océan Atlantique et qui n'a pas bougé, certains pays, voire comme l'Ukraine, j'en avais parlé récemment, se sont déplacés parfois de 50% à droite ou à gauche, ce qui fait qu'on avait des populations de souches qui étaient différentes suivant certains pays, hein, plus à droite, plus à gauche, donc d'un côté des orthodoxes, de l'autre côté des gens originaires de pays plus catholiques, etc., etc. Bon. Et là, je vous montre quelque chose que peu de gens connaissent, c'est la Grande Arménie, c'est-à-dire en 189 avant Jésus-Christ, vous avez l'Arménie actuelle qui est à peu près là, et elle s'étendait jusqu'à une grosse partie de la Turquie et touchait jusqu'à la mer Méditerranée, et là vous descendez à Chypre, voyez, et là on a le Liban et on a la Syrie. Vous voyez, c'était 10 fois plus grand que l'actuelle Arménie. Voilà, j'attire votre attention sur la Cilicie, on y reviendra, et vous verrez qu'il y a une petite particularité. Il y avait même un lien avec la France, voilà. Voilà ce que c'est que la Grande Arménie, qui englobait une partie de l'Irak et de la Syrie. Voilà, et ça c'était en 189 avant Jésus-Christ. Et c'était donc le carrefour de plusieurs grandes civilisations. Voilà, hein. Et puis en l'an 1 de notre ère, domination romaine. Mais enfin bon, c'était quand même relativement éloigné de l'Empire romain. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'an 301, c'est le premier État, la première nation qui adopte le christianisme comme religion officielle. Voilà, hein. Il faut savoir ensuite que on se retrouve pris par la domination perse, ensuite la remontée des Arabes en 653, ensuite vous avez une occupation par l'Empire byzantin vers 1045, au XVe siècle il y a les Ottomans, vers 1801 nous avons la Russie qui descend et qui vient s'occuper de l'Arménie, qui arrive à Erevan en 1828, voilà. Hein. Et puis, de plus en plus, évidemment, plein de territoires vont être récupérés par la Turquie. Tout ce côté va être récupéré par ce qui est maintenant la Turquie. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Me revoilà. Oui, donc vous avez vu... à un moment, on était coincé au nord par la Russie, à l'ouest par la Turquie. Donc l'Arménie réduite quand même beaucoup plus petite. Cette communauté arménienne commença à s'organiser politiquement en territoire sous occupation russe, ainsi que sous occupation ottomane. Vous avez vu que ça prenait, en fin de compte, toute la partie est de la Turquie. C'était peuplé, écoutez-moi bien, d'Arméniens. Alors en 1885, devant cette volonté d'émancipation
des Arméniens, la Russie ferma en février 1885 quelques 600 écoles arméniennes dans le Caucase. D'ailleurs, quand vous entendez parler du Haut-Karabakh ou du Nagorno-Karabakh, c'est un épithète russe. Nagorno, ça veut dire montagneux, donc le Karabakh montagneux, voilà, hein, puisqu'on va y revenir, justement, c'est le problème des conflits actuels. Bon, les Turcs, quand ils se sont aperçus que les Arméniens avaient quand même une certaine volonté d'indépendance, réagirent à cette résistance par de terribles répressions, des massacres. En 1884 et en 1896, 150 000 Arméniens auraient péri. Hein. Et puis il y avait un mouvement politique qui s'appelait Jeunes Turcs, qui voulait imposer une politique de turquisation intransigeante. Et puis, vous savez, c'est toujours un peu le problème. La présence des Arméniens, une réussite économique, était de plus en plus ressentie comme un danger par les dirigeants turcs, comme qui dirait un État dans un État. Donc les Arméniens autonomistes ne réclamaient rien de moins que la reconstitution de l'Arménie historique, d'une grande Arménie avec à sa tête un gouvernement reconnu par les grandes puissances. Voilà. Donc pour répondre à ce courant indépendantiste, le gouvernement ottoman envoyait des émissaires dans les provinces, écoutez-moi bien, afin d'inciter la population musulmane à se méfier des Arméniens, les accusant de conspiration avec l'ennemi historique, la Russie. Et puis il y a eu des campagnes de fanatisation qui furent organisées afin d'attiser la haine du peuple turc, musulman, contre les Arméniens infidèles parce que chrétiens. Les manifestations des Arméniens qui réclamaient des baisses d'impôts, de liberté de culte, d'enseignement, finirent par être réprimées dans le sang. En 1894-1895, les Arméniens furent massacrés de façon systématique, par les Turcs bien évidemment. Par exemple, le 25 décembre 1895, profitant des célébrations de Noël, quelques 3000 Arméniens furent brûlés vifs dans la cathédrale d'Urfa. Dans les années qui suivirent, jusqu'en 1898, par ordre du sultan Abdul Hamid II, près de 300 000 Arméniens de la Cilicie, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va y revenir, l'ancien petit royaume autonome arménien fut exterminé. On va regarder. Voilà, les Cilicies que vous pouvez voir ici tout le long, c'était donc un ancien petit royaume autonome qui a duré quelques siècles, au temps des croisades, qui servait un peu de base arrière pour les croisés. Et puis, après, c'était passé sous domination turque, mais domination modérée. 30 000 Arméniens, les plus riches, avaient pris le bateau pour aller se réfugier sur Chypre. Il restait la petite population, qui vécurent pendant quelques centaines d'années à peu près tranquilles. Et je vous dis, effectivement, juste avant 1900, 1898, sous l'ordre du sultan, donc 300 000 Arméniens qui vivaient ici depuis des centaines d'années furent massacrés. Voilà ce qu'il faut déjà savoir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup d'Arméniens habitaient dans la plus grande partie de l'Est de l'Anatolie, ce qu'on appelait jadis l'ancienne Arménie historique. Et durant la Première Guerre mondiale, les atrocités commises par les Turcs ottomans à l'encontre des Arméniens s'accrurent. Alors, c'est très bizarre, parce que les Arméniens de Turquie avaient été mobilisés dans l'armée turque pour combattre la Russie. Et, écoutez-moi bien, soupçonnant les militaires arméniens de traîtrise, quelques 200 000 militaires arméniens furent fusillés par les Turcs au mois de janvier 1915. Incroyable. En avril de la même année, les Arméniens de la ville de Van s'insurgèrent et instaurèrent un gouvernement provisoire arménien. Tous les intellectuels arméniens furent arrêtés puis exécutés. Ces fameux dirigeants du mouvement Jeunes Turcs décidèrent de déporter l'ensemble de la population arménienne dans les déserts de la Mésopotamie. En août 1915, les Arméniens de la Cilicie et de l'Anatolie occidentale furent à leur tour déportés. À la fin de l'été 1915, tout l'Est de la Turquie, l'ancienne Arménie historique, était vidé de la population arménienne. Voilà. D'ailleurs, l'influent ministre turc de l'Intérieur, envoyant ce télégramme à la direction du parti Jeunes Turcs, le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe.
les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ok? Voilà. Hein? Document officiel. Donc, les gouvernements européens n'ignoraient pas ce qui se passait alors dans l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne, la France, l'Empire de Russie déclarèrent conjointement le 23 mai 1915. À Londres, il y a eu un communiqué de ces trois puissances qui reprenait un petit peu les faits que je vous ai décrits et qui s'inquiétaient de ce déplacement de population et ce génocide. Voilà. En un peu plus d'un an, près d'1 million, voire entre 800 000 et 1,2 million d'Arméniens périrent par les armes, soit presque la moitié de la population arménienne ottomane, hein, qui était sur la région turque. Les victimes des massacres et des famines se chiffrèrent environ à 2 millions. Les Turcs s'accordent à reconnaître un maximum de 300 000 victimes, mais refusent encore aujourd'hui d'y voir une extermination planifiée, c'est-à-dire un génocide. Parmi la suite, de nombreux Arméniens quittèrent la région et trouvèrent refuge dans d'autres pays, dont environ 200 000 quand même en Russie. Alors je fais volontairement l'impasse sur l'Arménie sous domination de l'URSS, et je viens à ce qui nous a intéressés. En 1988, après un demi-siècle de domination soviétique, les Arméniens manifestèrent leur volonté d'indépendance. Le 20 février 1988, profitant du climat de réforme instauré par le président Mikhail Gorbatchev, l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, qui se situait par des découpages, c'est ça le problème, en Azerbaïdjan, réclama son attachement à l'Arménie. Il y a eu un gros détonateur de flambée nationale, si on peut dire, de gigantesques manifestations populaires, des grèves, etc., etc. Il y avait un réveil national du peuple arménien qui voyait là l'occasion d'être enfin unis et indépendants. Et donc ce Haut-Karabakh débouchera sur un conflit sanglant avec l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc en 1989, le Soviet suprême arménien proclama la souveraineté de la République d'Arménie. Voilà. Alors évidemment, il faut savoir que ce Haut-Karabakh avait une certaine autonomie, mais il était au sein de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, on va regarder quand même, ça sera plus clair pour vous. Donc, je reprends. Cette enclave du Haut-Karabakh avait une certaine autonomie au sein de l'Azerbaïdjan. Bon. C'est, comment dire, la libération du joug soviétique, et donc ces gens-là veulent leur indépendance. Et donc, les musulmans d'Azerbaïdjan proclament la fin de l'autonomie et de cette enclave où vivent une majorité d'Arméniens. Les Arméniens d'Azerbaïdjan répliquèrent en proclamant unilatéralement le 2 septembre 1991 l'indépendance du Haut-Karabakh. C'était parti. Les combats s'intensifièrent, bombardements, blocus et vagues de réfugiés. Le conflit fut marqué en 1993 par une vaste offensive arménienne qui aboutit à l'occupation de la partie occidentale de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ils ont occupé toute cette partie, voilà, au départ, ce qui permettait donc d'aller directement d'Arménie dans le Haut-Karabakh, voilà. Hein. Et ça provoquait effectivement le déplacement de centaines de milliers de réfugiés et le départ de presque tous les Azéris d'Arménie. Compliqué, un cessez-le-feu entre en vigueur au printemps 1994. Des négociations sur la République autoproclamée du Haut-Karabakh s'ouvrirent en novembre 1995, mais butèrent assez vite sur le problème du fameux couloir de Latchin qui sépare le sud-ouest, le Haut-Karabakh, de l'Arménie. Au sud-ouest, hein, vous le voyez, donc il y a un petit... Et il y avait un problème avec ça, voilà, hein, d'accord. Donc depuis les débats en 1988, 15 000 personnes environ ont été tuées, 1 million d'autres ont été déplacées. Alors pour sa part, l'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie d'avoir pratiqué un véritable nettoyage ethnique tant en Arménie que dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Mais pour l'Azerbaïdjan, l'Arménie est considérée comme un pays agresseur. Voilà. Donc ce Haut-Karabakh n'a pas été reconnu, enfin il a été reconnu uniquement par l'Arménie. Hein. Il ne reçoit aucune aide internationale. Son budget est alimenté à 40% par les subventions de la nation frère, l'Arménie, à Erevan. Et je reviens à il y a 2 ans, le 27 septembre 2020, ce fut la reprise des combats en Haut-Karabakh.
Après une guerre de 44 jours qui a opposé les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase, il y a eu un nouveau cessez-le-feu à l'automne 2020. Ce conflit s'est soldé par la mort de 6500 personnes au moins et la victoire de l'Azerbaïdjan qui a pu reprendre des territoires perdus en 1994, notamment au sud du Haut-Karabakh. L'Arménie a donc été contrainte de céder à l'Azerbaïdjan des territoires autrefois conquis. Donc ça, c'est occupé, et ça, je me pose aussi des questions. Voilà. Les Arméniens avaient la garantie du droit de passage dans le corridor de Latchin, Latchine, je sais pas, voilà, avec le contrôle des forces de paix russes. Mais depuis septembre 2022, c'est la raison un petit peu de cette vidéo, on sent que l'Azerbaïdjan profite de la diversion faite par l'Ukraine et cherche à gagner encore plus de terrain. Voilà. Alors, bon, ça c'est une chose. Je vais revenir vers vous. Maintenant que vous avez bien visualisé, ah oui, il faut savoir aussi que, vous voyez la particularité, l'Azerbaïdjan, ça c'est une province qui était arménienne, qui a complètement été vidée de la population arménienne, et donc qui est occupée par l'Azerbaïdjan, fait partie de l'Azerbaïdjan. Et vous voyez les difficultés, donc c'est un pays qui est coupé en deux, au milieu par l'Arménie, et c'est sûr que ce régime musulman intégriste, bien entendu, tout ce qu'ils veulent, c'est tuer de l'Arménien et récupérer un territoire et faire la jonction avec celui-ci, le Nakhitchevan. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'armée de l'Azerbaïdjan a pénétré en plus des frontières arméniennes pour y semer la terreur et préparer un génocide, bien sûr, avec l'appui de la Turquie, entre autres. J'ai envie de vous dire, c'est une lutte entre la civilisation, une civilisation millénaire, bien entendu, et la barbarie. Voilà. Quelques extraits vus sur des magazines. Les Azerbaïdjanais, formés par les forces spéciales turques, ont pénétré la frontière arménienne le 13 septembre. Ils ont avancé et attaqué 12 villages. Voilà. Toutes les infrastructures civiles, hôpital, canalisation d'eau, réseau d'électricité et de gaz ont été la cible de drones et de canons de gros calibre. Voilà. Des drones fournis par la Turquie. Je ne sais pas, peut-être un petit peu Israël aussi. Voilà. Bien sûr, l'horreur des crimes de guerre, des soldats arméniens, prisonniers, mis à genoux, froidement exécutés, des femmes violées, démembrées, tout à fait. Voilà. Mais de toute façon, le constat... déjà, bon, les crimes de guerre existent bel et bien. Il y a du boulot pour faire le rapport. Mais l'objectif est de tuer les militaires, mais aussi de terroriser les civils. Tous les droits à la vie de l'enfance, des personnes handicapées, des propriétaires, voilà, tous les droits, les droits de chacun sont quotidiennement violés. Effectivement, les droits des propriétaires aussi. Voilà. Avec la destruction du patrimoine religieux qui accompagne la guerre. D'ailleurs, aucun journaliste n'est autorisé à monter si haut dans ces parties de guerre. Mais les photos satellites montrent des églises détruites, des cimetières profanés, des kachkars, ces fameuses croix de pierre propres à l'Arménie, qui sont vandalisées. Voilà. Le président de l'Azerbaïdjan a demandé à ses frères musulmans de régler le compte des chrétiens arméniens. Il y a clairement incitation à la haine religieuse. Voilà. Le 8 novembre, le président Aliyev lançait un nouvel appel direct au génocide sans aucune limite. Tous les comportements de l'Azerbaïdjan constituent une préparation au nettoyage ethnique, et si on regarde la notion de génocide, oui, tous les éléments juridiques sont réunis. Voilà. Et oui, parce que, comment dire, c'est au Karabakh, par la volonté de Staline, cette région, peuplée à 90% d'Arméniens, a été rattachée juridiquement à l'Azerbaïdjan. Voilà. Bon, il y a même un processus de paix, je vous dis, en 2020, l'Azerbaïdjan a réattaqué, et en 44 jours, ils ont gagné grâce à l'aide des Turcs et aussi d'Israël. Et 2000 mercenaires djihadistes venus de Syrie brisent la résistance arménienne et s'emparent, avec le laisser-faire de la Russie, des États-Unis et de la France, des territoires qui constituaient la certaine zone de sécurité autour du Haut-Karabakh. Je vous l'ai montré sur la carte. Voilà. On va y revenir à l'actualité.
c'est quand même très très flagrant, et je voudrais vous lire quelques lignes. En Azerbaïdjan, la haine contre les Arméniens s'apprend dès le plus jeune âge. Dans les livres, on trouve les expressions arméniens fascistes, arméniens terroristes, barbares, bandits. Les Azerbaïdjanais élèvent leurs enfants en arménophobie. Arrivés à l'âge adulte, ils sont obsédés par l'idée d'exterminer le peuple arménien. Voilà, c'est quand même incroyable, et je voudrais revenir sur une chose très très importante. Pour finir, le 18 juillet, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron signaient un accord visant à doubler les importations européennes de gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan pour compenser l'arrêt des livraisons de gaz russe. Écoutez-moi bien. Nos pseudo-élites nous disent on ne veut plus acheter de gaz à Poutine parce que c'est un méchant, il a attaqué l'Ukraine, etc., etc. Ok ? Mais on achète du gaz à un autre dictateur musulman de surcroît, coupable d'avoir ordonné des crimes de guerre sur les Arméniens. Mais là, ce n'est pas un problème. Comme ce n'est pas un problème de faire venir du pétrole, du gaz d'Arabie Saoudite, qui pourtant... Ah, mais c'est vrai, ils nous achètent des armes. Mais je suis bête, franchement. 400 000 Yéménites sont morts, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'intérêt là-bas. Mais le roi d'Arabie Saoudite, c'est un bon copain. Hein, voilà. Moi, ce qui m'écœure, c'est toutes ces histoires de dictateurs. Il y aurait les bons dictateurs et les mauvais dictateurs. Vous voyez bien que c'est de la géopolitique et qu'on cherche absolument à rentrer dans le lard des Russes, en poussant les frontières le plus loin possible, bien entendu, et en les faisant s'engager, en les faisant aboyer. Hein. À force de titiller un chien de garde, et ben, à un moment, il va commencer à aboyer, ou à mordre, ou à se lancer à vos trousses. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec les Russes, bien entendu, on les a bien poussés. Voilà, c'est quelque chose qui m'écœure. Voilà, hein. Et alors, avec cette garantie, si vous voulez, pour le régime azéri, de vendre du gaz à l'Europe, parfois du gaz qui vient, je vous dirai par la suite, qui vient de Russie d'ailleurs. Mais bon, il s'est dit, je vends du gaz aux Européens, je vais avoir les mains libres. Et donc 2 mois après les accords, éclatait de nouveau ce conflit en septembre et ces espèces de débordements sur les frontières et cette terreur. Voilà, hein. Donc il y a une dose d'hypocrisie de la part de Bruxelles, capable de fermer les yeux sur la réalité du gaz en provenance d'Azerbaïdjan, parce qu'il faut savoir que le grand complexe de gaz de Shah Deniz, situé à 70 km au sud-est de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, a pour actionnaire le géant russe Lukoil. Hein. Voilà. Donc l'Europe prend la posture de dire qu'elle n'achète plus de gaz russe pour des raisons de moralité, mais en réalité elle achète plus cher à l'Azerbaïdjan parfois le même gaz russe. Voilà. Hein. Donc preuve quand même que la politique de sanction n'est pas tenable. Et j'ai un petit document, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que c'est quelque chose de très joli, de très beau. Allez, 30 secondes. Voilà. Pour les jeunes Karabiotes, les habitants du Haut-Karabakh, parler français, c'est parler la langue de la liberté. Et il y a une maison Paul Éluard, soutenue par le Cercle d'amitié France-Karabakh, qui enseignera la langue française à de jeunes professionnels issus de tous les métiers. Et oui, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. C'était ça, la France, avant. Mais c'était avant qu'on soit aligné sur des positions américaines et qu'on fasse les jeux des grandes multinationales, quand la France était indépendante et pouvait arbitrer entre l'Est et l'Ouest. Voilà, liberté. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous avais parlé plusieurs fois des conflits en arménien.
en Arménie, pardon. Mais oui, vous allez peut-être me dire, mais à un moment, vous avez mentionné Israël. Je vous en avais parlé, parce que Israël fournissait de l'armement. Et pourquoi? Parce que Israël reçoit son pétrole et son gaz de l'Azerbaïdjan. Voilà. Hein? Et donc, ça lui assure son autonomie, enfin son autonomie. Ça lui assure ses approvisionnements en énergie. Donc, les Israéliens laissent les chrétiens mourir, disparaître, et pactisent avec des musulmans, mais peut-être des gentils musulmans, une dictature, mais qui leur vend du gaz et du pétrole. Donc, où s'arrête la moralité? Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Donc, Israël, au lieu de tendre la main à une minorité qui, comme certains juifs, a été persécutée, eh ben non. Non. On traite avec l'ennemi, et donc du coup, avec la technologie turque et israélienne, eh ben effectivement, avec tous ces engins qui survolaient, et ben du coup, bien entendu, les soldats arméniens ont été tués, et ils ont demandé de l'aide à l'Occident, et pour rien, on n'a pas bougé, parce qu'on est monopolisé sur l'Ukraine. Voilà. C'est comme ça. En Arménie, il n'y a rien d'intéressant à exploiter. Comprenez? Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous a apporté un élément d'information. Voilà, j'avais préparé cet exposé. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en faire profiter les personnes qui me suivent sur Internet. Je sais que c'est pas folichon, c'est pas tout à fait vraiment dans l'air du temps, mais c'est une question de moralité pour moi. Et donc j'ai voulu vous en parler. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour des actualités plutôt franco-françaises. D'accord? Mais en tous les cas, écoutez, sachez que à l'autre bout du continent, il y a un petit pays, l'Arménie. Bon, je crois qu'il doit rester plus que 3 millions d'habitants, vous voyez. Et je crois qu'il y a 7 millions d'Arméniens qui vivent en France, en Europe, etc., etc. Voilà. Mais mon idée, c'est de dire, voilà, comme en Syrie, comme en Irak, les chrétiens d'Orient, on les laisse tomber et on fait tout pour importer des musulmans. C'est bizarre, c'est bizarre. Au lieu de peut-être faire venir et protéger des gens qui ont quand même une identité de religion, mais aussi de civilisation, des idées de démocratie aussi, eh ben non, ceux-là, ils n'ont pas le droit de venir. Voilà. On a le droit de venir, parfois, de faire venir des fous d'un certain Dieu, dont je ne dirais pas, de peur que ma vidéo soit encore censurée par YouTube. Voilà, enfin bref. Vous savez tout, bien entendu, je pourrais vous dire que j'ai vu des tas d'atrocités, parce que quand vous avez ce qu'on appelle des chaînes Telegram, des applications, que les soldats azéris s'envoient entre eux quand ils filment les tortures qu'ils infligent à leurs prisonniers, quand on les voit tirer sur des gens désarmés, comme j'avais pu voir des soldats russes, les mains attachées, se faire mitrailler par des gentils soldats ukrainiens. Attention, je ne dis pas que de l'autre côté, les Russes sont de doux et gentils garçons. Mais bon, voilà. Mais c'est toujours cette histoire du bon et du mauvais, du gentil. Enfin bref, ça m'écœure. Ça m'écœure. Cette fausse moralité. Voilà. Écoutez, on y va ? On termine ce lundi. Je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Et merci en tous les cas de me soutenir. Merci pour vos appréciations, pour vos messages. À très bientôt et pour vos partages. N'hésitez pas. Merci. Au revoir.